Bonjour, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Écoute Paris, restez sur Vox Africa. Je salue ma chère consoeur Aïcha Sol Attitude. Alors aujourd'hui, nous allons parler de vous qui êtes créateur, qui avez envie de lancer votre entreprise, mais qui êtes un peu bloqué. Pourquoi? Parce qu'il vous manque le nerf de la guerre, l'argent pour vous former. Il est très important quand vous vous lancez en affaires, quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, surtout quand c'est la première fois, de vous former. Alors, comment trouver l'argent, trouver les financements pour se former en France et est-ce que cette expérience dont nous allons parler aujourd'hui avec mon invité Zahra El Berber pourrait être reproductible en Afrique? C'est tout l'enjeu de cette émission. Zahra El Berber, bonjour. Bonjour Eugénie. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va très bien. Alors, vous êtes chef d'entreprise? Oui. Mais pas que. Mais là, on est là ce soir pour parler d'un cabinet. C'est ça. Fondé par Cyril Guillon. Alors, on l'écoutera dans quelques instants. Il nous a envoyé une petite vidéo. Restez avec nous. Alors, Cyril Guillon est français. Il est fondateur du cabinet Margatis. Et ce cabinet s'occupe des personnes, en fait, qui voudraient créer une entreprise. Tout simplement, oui. Alors, quel rôle vous jouez au sein de ce cabinet? Alors, au sein de ce cabinet où, à la base, j'étais simplement apporteuse d'affaires, les choses se sont faites naturellement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, avec du recul. Donc, au départ, oui, il s'agissait justement de trouver toutes ces perles rares, toutes ces personnes qui souhaitent entreprendre, mais qui n'ont pas le bagage pour, parce que comme pour chaque chose, pour le faire correctement, il faut un minimum de connaissances, et sans cette formation, qui ne peut pas être ponctuelle dans le monde entrepreneurial, c'est vraiment de la formation continue. Parce que les textes de loi changent, parce que le marché change, parce que la concurrence se diversifie de plus en plus, et donc, en parallèle, il faut que la formation, elle aussi, suit et se diversifie en fonction des secteurs d'activité. Et c'est là justement que le cabinet Margatis a pu évoluer et permettre à ses apprenants d'évoluer. Il existe depuis combien de temps, ce cabinet? Depuis plus d'une dizaine d'années, sachant que c'est un cabinet donc, qui a été de père en fils transmis et qui aujourd'hui, on espère toujours... Il est en train de faire en fait une mue. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On peut comparer, oui, complètement. Donc, j'espère pouvoir aujourd'hui relever ce défi qui n'est pas des moindres. Et reprendre le flambeau comme il se doit de ce cabinet qui permet justement d'accéder à de la formation, mais de la formation personnalisée et surtout personnalisable. Dans le sens où on ne peut pas former de la même façon une personne qui se lance dans le prêt-à-porter et une personne qui se lance dans l'alimentaire, par exemple. Ce sont justement des formations qui, en temps habituel, sont des copier-coller les unes des autres. Mais ce qu'on essaye, c'est de valeur ajoutée au sein du cabinet Margatis, c'est de pouvoir justement se rapprocher au plus près de l'apprenant, du futur chef d'entreprise, pour l'accompagner correctement dans cette création. Alors, après 10 ans de fonctionnement, quel est le profil des apprenants justement? Quel est le profil de ces chefs d'entreprise? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quels sont leurs besoins, leurs attentes? Ils viennent d'où? De quel univers? Quel est leur niveau d'études? Alors, c'est vraiment varié, mais très varié, Eugénie. Sachez que nous avons des personnes qui viennent parfois du secteur tertiaire. Nous avons des personnes qui quittent, qui s'éloignent d'un secteur d'activité complètement différent de celui vers lequel ils veulent se former et j'ai l'impression que se lancer. C'est une véritable révolution en France, en fait. On se rend compte que des personnes qui étaient au sein de l'administration, par exemple, décident de quitter cet univers-là pour se lancer dans un métier passion. C'est ça. Les gens c'est une conception... On peut remercier, c'est un peu compliqué ce que je vais dire, mais vraiment à prendre au sens large, on peut remercier le coronavirus. Dans le sens où, malgré énormément de tristesse, des pertes dans chaque famille, énormément de souffrances, énormément de choses difficiles à surmonter,
mais aussi des choses positives. Et c'est à nous justement d'inverser la donne en essayant de tirer profit, même lorsque c'est un événement dur, triste, d'essayer d'en tirer profit. Tout le monde a été mis en télétravail. Oui. Voilà, on ne nous a pas demandé le choix. Tout le monde a été mis en télétravail. Et tout le monde a été mis en télétravail. Et ce qu'on constate, c'est que les choses rentrent un peu dans l'ordre. Oui, progressivement. Mais les salariés ne veulent plus revenir au travail. Ils ont pris conscience. Oui. Ce télétravail leur a fait prendre conscience qu'ils sont capables de beaucoup plus que ce qu'ils imaginaient, ce qu'on a voulu leur faire croire. Des personnes qui auraient voulu se lancer n'auraient pas osé. On peut travailler à distance et amener le même capital et être autant productif. De productivité justement que quand on est en présentiel. Et efficace. Et justement par rapport à l'entrepreneuriat, énormément de personnes ont quitté le salariat et ont décidé de se lancer suite à ce confinement et suite au fait d'avoir été mis en télétravail. Ça leur a libéré du temps pour pouvoir justement évaluer et décider de passer à l'action, tout simplement. Donc, pour le public visé, sincèrement, pour répondre à votre question, tout azimut. Tout azimut. Alors, la calebasse me demande de la regarder. Ben oui, oui, on passe toujours par la calebasse. Alors, la calebasse vous pose cette question, Zara El Berbère, pardon. À 16 ans, vous ressembliez à quoi? Ouh là là, à un garçon. Un garçon. Ah oui, garçon manqué jusqu'au début de ma vie d'adulte. Oui. J'essaie vraiment de faire des efforts et mes filles y contribuent. Mais voilà, moi je suis très à l'aise avec un survêt. Est-ce que ça aide dans le business de se comporter un peu comme un homme? Non. Est-ce que ça aide? Non. Je pense que ce soit dans le business ou autre, ça ne peut pas aider de faire l'homme quand on n'en est pas un. Qu'au contraire, la femme, dans toute sa polyvalence, au contraire, je pense que un homme qui essaierait d'avoir certains atouts féminins pour pouvoir faire plusieurs choses en même temps, là, je le comprendrais, je le concevrais même. Mais dans l'autre sens, non. Non, en aucun cas. Alors justement, en termes de profil de personnes qui veulent se former au sein de ce cabinet Margatis, c'est plus des femmes ou plus des hommes? Alors justement, la tendance s'est inversée et c'est de plus en plus les femmes. D'accord. Voilà. C'est de plus en plus les femmes. D'ailleurs, ça, on le constate. En France, aussi bien en France qu'à l'étranger, sachant qu'on est très actif en Afrique. Et justement, on remarque qu'on a très peu d'hommes, au final. Très peu d'hommes. Les femmes, en fait, ont vu, elles le constatent, même ici, qu'au niveau du salaire, lorsqu'elles sont dans certaines structures, dans la plupart des entreprises, on ne va pas se le cacher, on le sait, c'est une réalité, le salaire n'est jamais le même entre une femme et un homme, même si c'est le même poste, les mêmes horaires, les mêmes responsabilités. Ils font exactement la même chose, au même endroit, sous les mêmes conditions, mais l'homme a toujours un salaire un peu plus élevé que la femme. Mais peut-être parce qu'il s'en sort mieux, peut-être parce qu'il ose plus avec les mêmes résultats aussi, je précise, avec les mêmes résultats. Et ça se vérifie même dans des grandes multinationales. Et je pense que ce confinement et ce mode de travail en télétravail a poussé la réflexion plus loin chez toutes ces femmes qui ont une passion, mais qu'elle l'a laissée en sommeil, en se disant que la sécurité était le salariat. Aujourd'hui, elles osent sortir de cette sphère et faire ce qu'elles aiment, tout simplement. Alors, vous qui nous regardez, la question, c'est une bonne question. Est-ce que vous pensez que avoir un bon poste, à la fonction publique, par exemple, c'est de la sécurité? Est-ce que avec ce Covid-19, cette crise sanitaire qui impacte le monde entier, vous avez pris conscience que les choses sont en train de bouger? C'est une question que je vous pose et que je pose à Zara qui y a presque répondu. Alors, en France, il y a des dispositifs mis en place par le gouvernement, justement, pour permettre aussi bien à la personne qui travaille dans l'administration, à n'importe qui, en fait, de se former. Oui, c'est un des principaux freins, Eugénie. Les financements. Oui. C'est ce qui a empêché les gens jusqu'à maintenant. Oui, c'est bien, justement, que l'État français puisse mettre à disposition ces fonds pour permettre à qui le veut de se former. Tout à fait. Mais en fait, ça a toujours existé. C'est juste que pendant ces périodes où l'on a été confiné, le gouvernement a fait vraiment des grandes phases de médiatisation, des grandes phases de communication sur la formation. Mais il faut savoir que tout au long
de sa vie active, et ce jusqu'à notre départ en retraite, n'importe quel salarié cumule des droits à la formation au titre justement des activités professionnelles et il va pouvoir les mobiliser tout au long de sa vie professionnelle. Alors, comment ça se fait justement qu'il y a beaucoup de salariés qui ne savent pas, ou quand ils le savent, ne font pas l'effort de se former en fait? Avant, ça s'appelait le droit individuel à la formation. Hein, tout à fait. Alors, le DIF, le droit individuel à la formation, permettait de cumuler ces droits de formation sous forme d'heures. C'était un nombre d'heures. Aujourd'hui, et donc les gens avaient jusqu'au 5 juillet 2021, c'était la date officielle, la date que le gouvernement a mis en place, pour justement basculer leur droit DIF en CPF. Le CPF étant le compte professionnel de formation. C'est ça. Quelle est la différence maintenant? Le DIF en heures. En heures. Le CPF en euros. Ah ouais. C'est une conversion en fait qui a été faite sur la base de 15 € l'heure de formation. Et ça, ce sont des plafonds qui vont jusqu'à 5 000 €. C'est-à-dire qu'une personne qui avait jusqu'à 5 000 €, mais en heures, en mode DIF, peut aujourd'hui demander la conversion. Alors, je vais prendre un exemple. On va imaginer que moi, je veuille changer de métier. Je ne veux plus être journaliste. Je voudrais fabriquer des chapeaux. D'accord. Et comment je fais? Je m'adresse au cabinet Margatis. Comment ça se passe? Alors, c'est très simple. Dans un premier temps, il faut déjà aller vérifier si on a déjà auparavant fait la création de son compte CPF en ligne. Donc, il faut le faire en ligne. Voilà, en ligne. Tout se fait en ligne. Pour ça, on a uniquement besoin de son numéro de sécurité sociale et son identifiant France Connect. Sachant que la plupart des différentes démarches qu'on peut faire en ligne sur le site du CPF vont être sécurisées via une connexion donc avec en fait, France il faut aller sur Internet, aller... donc, il y a une plateforme pour ça. moncompteformation.gouv.fr. D'accord. Donc, on répond à toutes les questions, dans toutes les informations. On met à jour ces informations. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'y ont pas droit? Non. À partir du moment où la personne a eu des périodes salariées, elle a fait ce cumul, soit en heures du temps du DIF ou également pour les personnes qui exercent certaines activités. Aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État, notamment les forces de l'ordre également, sont toujours avec un compte CPF avec des heures. Et donc, eux doivent se référer directement à leurs administrations propres pour pouvoir les utiliser. Voilà. Alors, pour une personne lambda... elle va donc se connecter, créer son compte si ça n'avait pas déjà fait dans le passé, et elle va pouvoir, donc, toutes les cabinets, les centres de formation agréés, CPF, donc, qui ont eu des programmes de formation datadocké et qui ont donc eu un numéro d'agrément, figurent déjà. Alors ça, c'est très important parce que quand on est un centre de formation agréé, ça répond à beaucoup de critères auxquels il a fallu répondre. Et à partir de janvier 2022, les programmes donc, qui nécessitaient d'être datadockés vont basculer parce qu'il y a une nouvelle méthodologie qui va permettre d'avoir justement l'agrément CPF, Calliope. Et donc ça, c'est très proche. C'est à partir de janvier. Je continue, je vais donc sur le site, je remplis toutes les informations, je choisis donc le cabinet Margatis. Voilà. Et qu'est-ce que vous me proposez comme formation? Comment ça se passe? Au jour d'aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la création d'entreprise. Donc, vous avez accès à la création d'entreprise, tout simplement, comme son nom l'indique. Community Manager, sachant qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. La visibilité et être en action également sur la partie digitale. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'une option. Sur Internet. Voilà, donc la façon également de promouvoir son activité en ligne, sur les réseaux, n'est pas la même qu'en présentiel. Tout ça, ça s'apprend sur cette formation-là. Ok, alors je vois qu'il y a un accompagnement start-up, c'est ça? Tout à fait. Donc création d'entreprise, développement, sachant qu'aujourd'hui... Community management. C'est ça. Donc toute la partie, on est vraiment là dans le but d'optimiser des compétences déjà existantes chez la personne. Gestion du stress, gestion du temps, qui est un très grand frein pour beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Toutes ces formations aujourd'hui qui sont proposées par le cabinet permettent à une personne qui est déjà lancée de se développer ou une personne qui souhaite se lancer de démarrer correctement. Donc,
comme c'est l'État qui paye, ben c'est tout bénef pour tout le monde. Ça dure combien de temps, la formation? Alors, ça dépend des intitulés. Donc, la création d'entreprise, c'est sur 4 jours. Community management, sur 2 jours. Sachant qu'on les a proposés depuis les confinements en mode distanciel. Donc, c'est vrai que c'est un gain de temps. C'est des temps de trajet en moins. Ça se passe sur Zoom. Et ça permet à la personne ensuite, avec son book, de pouvoir revenir quand elle en a besoin sur sa formation. On va continuer avec les questions de la calebasse. Alors, je vous rappelle que mon invité aujourd'hui, c'est Zahra El Berber, chef d'entreprise. Elle vient nous parler du cabinet Margatis. Et dans quelques instants, nous allons écouter Cyril Guillot. On va le regarder puisqu'il nous a laissé un message. Avant cela, la calebasse. Le secret de la réussite pour vous, c'est quoi, Zahra? Et c'est quoi réussir? Elle est très profonde, votre question, Eugénie. Alors, le secret de la réussite, qui ne se mesure pas en argent, malheureusement, j'ai souvent l'impression que les gens pensent que les chiffres d'un chiffre d'affaires font qu'on a réussi ou pas. Non. En tout cas, c'est pas ce que je. C'est pas de cette façon que je le conçois. On aurait tendance à penser que c'est ça, justement. Pourtant, non, parce que bon, une personne qui fait beaucoup d'argent, qui brasse beaucoup d'argent, peut considérer, en tout cas, elle personnellement, peut considérer ne pas encore avoir atteint son objectif. Oui. Pour moi, la réussite, c'est à partir du moment où l'on se challenge soi-même, on se pose un objectif, on le définit, on le fixe et on l'atteint. Je pense que quand on atteint son objectif, on peut considérer avoir réussi. Votre objectif est-il atteint en ce qui vous concerne? Oui. 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 Ok. Oui, il est atteint dans le sens où, comme je dis, après chacun et ses valeurs, chacun et ses objectifs surtout. Pour moi, en fait, la réussite résidait à trouver un process que je puisse transmettre. Alors, il y a une question très intéressante de la calebasse, mais avant, on va regarder, écouter Cyril Guillot, qui est le fondateur du cabinet Margatis. Bonjour Vox Africa, bonjour Eugénie, bonjour Zahra, je suis Cyril, le patron du cabinet Margatis. Je suis navré, j'ai eu un empêchement de dernière minute et du coup je ne pourrai malheureusement pas être présent à l'émission de télé aujourd'hui. Je m'en excuse vraiment. Juste un petit message rapide pour vous donner quelques informations. Le cabinet Margatis, c'est un centre de formation professionnelle sur tout type de formation, sur des compétences diverses et finançables aussi par le CPF pour nos amis de métropole. Et après, on peut toujours trouver des solutions de financement. On est implanté depuis quelques années maintenant. C'est vraiment, on travaille beaucoup sur la communication. On travaille aussi sur la gestion du stress, la gestion du temps et sur plein d'autres. En fait, plein d'autres. On est un optimisateur de compétences en fait. Par rapport à ça, la grande nouvelle que je voulais vous annoncer aujourd'hui, c'est que Zahra, qui est présente sur le plateau de l'émission, va reprendre les rênes. Donc je laisse le cabinet Margatis à mon amie Zahra, qui a toutes les qualités et toutes les compétences nécessaires pour faire que cette entreprise, qui est déjà bien implantée, perdure. Et pour permettre de développer encore plus ce que j'ai créé il y a quelques années maintenant. Donc du coup, Zahra, je te souhaite bon courage. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais très bien que je serai toujours là. Et puis vous, les amis qui nous regardez et toutes les personnes qui seraient intéressées, n'hésitez surtout pas à la contacter. Vous verrez, c'est quelqu'un qui est juste exceptionnel et qui, comme je l'ai déjà dit, a toutes les compétences nécessaires. Sur ce, je suis désolé, je suis obligé de vous laisser parce que j'ai vraiment un impératif et je m'excuse encore de ne pas pouvoir être présent à l'émission. Zahra, oui, on parlait de réussite tout à l'heure, je pense que vous avez atteint votre objectif. Moi, j'aimerais savoir comment, en ce qui vous concerne, comment on fait pour, dans un environnement difficile, c'est parce qu'on est en France que tout marche, loin de là, il y a encore des barrières parce qu'on est une femme, parce qu'on est de telle origine, enfin, vous savez de quoi je parle. Comment on fait justement pour qu'une personne comme Cyril Guillot vous cède en fait ce cabinet que lui a légué son père en fait? Comment on fait pour avoir la niaque que vous avez? Comment on fait? Quels conseils vous donnez aux personnes qui se disent mais non, je ne vais pas y arriver, c'est compliqué? Quel conseil? Le conseil que je peux donner et qui
qui est vraiment adaptable en fonction de la personne et de son vécu, parce que c'est notre vécu qui fait de nous ce que nous sommes, c'est de rester elle-même, de chercher, bien évidemment, à s'améliorer tout en restant elle-même. Ça veut dire quoi rester soi-même? Ça veut tout simplement dire que, en reprenant l'exemple de cette session, donc qui s'est vraiment faite, et je ne m'y attendais pas du tout, mais alors pas du tout. Donc moi j'étais apporteuse d'affaires à l'époque, donc pour Monsieur Guillon, donc pour le cabinet Margatis. Et justement, il s'est avéré que sur 2 ans, j'étais la personne qui plaçait le plus de formations. Voilà, j'ai pas cherché à le récupérer, ce cabinet. Justement, je disais, mais comment justement on fait pour avoir cette niaque, comment on fait pour être une fonceuse? Justement, c'est pour ça que je dis qu'il faut rester soi-même, parce que quelque part, j'ai pas essayé de jouer un rôle. Alors, finalement, la question, est-ce qu'on est entrepreneur et puis au fur et à mesure on avance, ou alors alors, moi, je pense qu'on l'est. On l'est au fond de soi, soit on accepte ce que l'on est, on sort d'une zone de confort qui est le salariat et on essaye d'y arriver. Soit on laisse à l'intérieur de soi-même cette envie, ce pourquoi on est fait finalement. Mais bon, encore faudrait-il connaître son excellence pour vouloir la mettre en visibilité et en faire profiter un maximum de personnes autour de soi. Et c'est justement pour ça que je considère que la réussite, chacun en fonction de ses objectifs, bien évidemment, c'est de réussir à transmettre. C'est pas le tout d'être un bon vendeur ou d'être un bon prestataire. Mais ce qui est aussi important, à mon sens en tout cas, c'est de transmettre ce savoir. À travers cette... voilà, parce qu'en le transmettant, il existera toujours en fait. Ok. Alors, la Calebasse me demande combien de femmes tu as. La question autrement posée, c'est comment on peut travailler. Est-ce que les femmes en fait sont solidaires? Parce que c'est bien, vous avez dit que les femmes ont de plus en plus envie de se lancer, créer une entreprise, mais elles ont leur propre blocage aussi. Parfois même le conjoint, la société les accompagne, l'État, le gouvernement les accompagne. Elle-même déjà. Le plus grand blocage chez une femme, c'est elle-même. Oui. Et c'est dû à quoi? C'est dû souvent à des traumatismes dans l'enfance, c'est dû parfois à des échecs qui ne sont pas encore digérés ou qui ne sont pas encore guéris, qui sensibilisent la personne et qui la rendent pas du tout sûre d'elle. Et une personne qui n'a pas confiance en elle-même ne va jamais se heurter à l'entrepreneuriat, sachant que l'entrepreneuriat, il ne faut pas minimiser, mais c'est beaucoup de boulot. Et en ce qui concerne les hommes, quels sont leurs problèmes? Pourquoi ils n'avancent? Pourquoi les hommes? Est-ce que les hommes, d'ailleurs, ont les mêmes freins que les femmes? Non, je pense que ce ne sont pas les mêmes. Après, je ne suis pas un homme, donc je vais simplement me baser sur ce que j'observe autour de moi. J'ai également des entrepreneurs qu'on a accompagnés, qui ont quitté le salariat, qu'on a accompagnés jusqu'à création de statut et lancement de leurs affaires. La plupart du temps, ce sont les finances qui bloquent les hommes, alors qu'une femme, ça ne va pas être les finances, ça va être le temps et la confiance. C'est vraiment des barrières différentes entre les hommes et les femmes. Je pense qu'avec ce CPF, le compte professionnel de formation, les finances ne devraient plus être un blocage. On est bien d'accord avec ça. À partir du moment où les gens en ont conscience. Et malheureusement, beaucoup qu'ils en ont conscience et qu'ils ont aussi la formation. Et qui se disent, je vais aller dans tel organisme parce que je m'y sens bien. Pour terminer, Zara, quel message vous lancez pour que les personnes qui nous regardent, en France notamment, viennent se former au cabinet Margatis? Comme dans toute entreprise, dans sa vie personnelle, familiale ou professionnelle, commencer, comme on le dit l'expression la charrue avant les bœufs, commencer sans se former, c'est sûr, on peut quand même y arriver. Oui, bien sûr. Mais il y aura énormément de gamelles, énormément de pertes d'argent et de temps. Tant qu'à faire, se former d'abord avant d'entreprendre quoi que ce soit pour le faire correctement. Quoi que ce soit. Tout simplement. Voilà. Merci infiniment, Zara El Gaber, d'être passée dans Écho de Paris. Alors, la prochaine fois, on parlera justement de ces comptes professionnels de formation qui pourraient être aussi copiés en Afrique. On en reparlera très prochainement. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Restez sur Vox Africa.